Bonjour, je suis Chia, votre animatrice pour l'émission Le Franc Parler avec Chia. Notre mission est d'éduquer sur l'investissement immobilier. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui notre invité, le Best Lawyers in Canada 2022, Maître Maxime Rhéaume. Bonjour Maxime, quel plaisir de vous avoir avec vous. Plaisir partagé. On se tutoie? Oui, tout à fait. Ça marche? OK, parfait. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment excitée. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que je pense qu'on partage la même passion pour l'éducation, la formation, n'est-ce pas? Et l'immobilier. Et de l'immobilier, tout à fait. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens, parmi vos clients, vos pairs, vous considèrent un des meilleurs avocats dans votre domaine. Et puis, là, en fait, pour moi, lorsque j'étais invitée à cette émission-là, je me souviens que la première phrase que j'ai dit, c'est que j'aimerais que tu portes le chapeau du professeur. Ah oui, bien sûr. Parce que ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années que tu enseignes aussi à Montréal comme à Lyon. En fait, j'enseigne le droit de façon accessoire à ma pratique, mais depuis plus que 15 ans, depuis 1990. Donc, ça remonte à quand même 30 ans passés. Oui. Et c'est un concours de circonstances qui m'a amené à enseigner à l'université. À l'époque, au début des années 90, j'ai commencé à enseigner aux étudiants qui finissaient en terminale des études en droit notarial, ce qui est l'équivalent maintenant de la maîtrise. Et il y a 30 ans, le mandat qu'on m'avait confié, c'était de favoriser le droit corporatif et la compréhension du droit corporatif pour les transactions corporatives auprès des notaires qui, il y a 30 ans, là, on parle d'une autre génération. Et ce qui m'a amené à prendre à pied levé l'enseignement de droit corporatif pour ce qui était à l'époque la Chambre des notaires. Au fil des années, premièrement, j'ai pris goût à l'enseignement parce que ça me sortait de ma routine. Et également, c'est que ça nous force à lire puis à comprendre des concepts que l'on prend parfois pour acquis ou qu'on n'a jamais compris. Alors, l'enseignement nous permet de s'améliorer nous-mêmes. Et l'enseignement a aussi le défi de trouver les bons mots pour expliquer les concepts aux étudiants. Et trouver la bonne façon d'expliquer pour que ça soit compris, c'est en soi un challenge. Oui. Et ça mérite... il y a beaucoup de travail dans l'enseignement. Et par la suite, les années ont passé et il y a eu des possibilités pour moi d'enseigner au bac le droit des sociétés de personnes, c'est-à-dire tout ce qui est dans le Code civil, notamment les sociétés en droit en commandite, les sociétés en droit les SENC, en non collectif, et le droit des sociétés par action, le droit des sociétés de personnes, c'est en fait les deux vecteurs pour les investisseurs, c'est-à-dire l'argent qui est nécessaire pour faire des opérations commerciales. Tout à fait. Bien, ça vient soit parce qu'on est d'une compagnie avec une forme enregistrée, une forme incorporée, société par action, ou ce sont des associés, mais dans les deux cas, c'est l'argent, c'est l'équité. Alors, comprendre la mécanique de ça était vraiment essentiel dans mon domaine et je me suis mis à l'enseigner puis à aimer ça. Et après ça est venu le volet droit des sûretés. Droit des sûretés, c'est tout ce qui concerne la création des garanties sur des biens, meubles ou immeubles, des bâtisses ou peu importe. Et ça, ben, c'est le volet qui concerne le prêteur. Alors, les premiers cours, c'était l'argent de l'emprunteur, d'où il vient, comment on le gère, comment on l'organise. Puis après ça, ben, comment on prend soin et comment on protège l'argent du prêteur. Exact. Parce que le prêteur, lui, il prend un risque, mais il calcule son risque. Alors, c'est ce qui m'a amené à avoir un volet d'enseignement. Puis au fil des années, bien, j'ai vraiment pris goût. Puis 30 ans plus tard, bien, je continue encore à enseigner à la faculté de droit. Ah, c'est merveilleux.
Et je te remercie. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient de ton enseignement et cette générosité de partager, transmettre le savoir. C'est quand même quelque chose que j'insère dans ma pratique courante, mais on trouve toujours le temps de faire les choses. Alors, c'est juste de l'organisation. Oui. Puis, moi, j'y trouve mon compte également parce que ça me garde à jour. Il y a de grands avantages intangibles à enseigner. Premièrement, il y a la connaissance que l'on acquiert et que l'on maintient. Oui. C'est parfait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais me positionner comme une élève. D'ailleurs, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de surprise, là. Je ne suis pas avocate et je ne suis pas banquière. Donc, les domaines que toi, tu maîtrises, moi, je ne maîtrise pas. Je vais poser mes questions comme un consommateur qui pourrait avoir comme curiosité et tu me guideras dans cette entrevue. Merci. Et en fait, c'est vraiment drôle parce que pendant qu'on échange sur l'enseignement, je ne sais pas si tu as remarqué, vu que tu as enseigné ici et en Europe aussi, je ne sais pas si tu as marqué une différence dans les interventions des étudiants. Je viens de l'Asie, spécifiquement I'm proudly made in Taiwan. Donc, tout au long de ma jeunesse, jusqu'à l'université, à la maîtrise, qu'est-ce que j'ai vu fréquemment, c'est que j'ai souvent été la seule élève qui lève la main parce que je suis remplie de questions et je ne me gêne pas de poser des questions parce que je veux comprendre. Est-ce que ici, donc les gens sont plus habitués à poser des questions? Ici, c'est plus facile, c'est plus naturel de poser les questions. Depuis une dizaine d'années, j'enseigne ponctuellement dans un programme à l'Université de Lyon en droit des affaires. Et il y a une reconnaissance du professeur ou de l'enseignant qui n'est pas la même ici. C'est-à-dire, le rapport est plus convivial à Montréal que l'expérience que j'ai à Lyon. Ah oui, OK. Mais au niveau des questions, moi, j'invite d'emblée, dès que les cours commencent, je dis aux étudiants, ce sont vos questions qui sont la matière de l'enseignement. Avec vos questions, premièrement, bien sûr qu'on y répond, mais la question est le point de départ d'éléments qui méritent à être transmis pour la compréhension des choses. Alors, bien sûr qu'il y a de la théorie, mais la compréhension de l'environnement juridique et du pourquoi des choses. C'est bien de savoir qu'on fait tel contrat de telle façon, mais il y a une raison derrière ça. Il y a une utilité, puis il y a les éléments qui doivent être considérés, soit que l'on est un emprunteur, soit qu'on est un prêteur. Oui. Alors, il y a tout ce contexte-là. Oui. Et souvent, la question, ça amène une foule d'informations que l'on n'aurait pas l'occasion de transmettre autrement. Oui, c'est vrai. Et par rapport à toutes ces informations, il y a tellement d'informations, j'ai dû quand même sélectionner quelques-unes. Et puis, donc, j'ai pensé structurer l'entrevue d'aujourd'hui plus comme un panneau. Donc, premièrement, c'est ça, comme dans le courtage immobilier, où est-ce que je pratique depuis maintenant 3 ans et demi, c'est que je réalise que je me rends compte qu'il y a tellement de courtiers spécialisés dans différentes niches. Donc, pour ce qui est le droit, c'est la même chose. Il y a énormément de types d'avocats différents. Donc, par exemple, il y a les avocats spécialisés en construction, en partenariat, en financement de construction, en financement long terme. Tout ce que je viens de nommer, en fait, c'est associé avec l'immobilier et construction. Donc, juste là-dedans, il y a aussi différents types de dossiers qu'on doit monter et qu'on doit traiter. Alors, comment parce que bien évidemment, je sais que toi, tu travailles souvent dans les dossiers très, très importants. Mais il y a aussi, on parle de l'enseignement, donc il y a les professeurs, il y a les maîtres professeurs, il y a les élèves. Donc, il y a cette relève-là,
OK, qui montent aussi. Donc, dans notre génération, je vois quand même beaucoup de nouveaux promoteurs qui commencent à acquérir plus d'expérience, qui font des projets de plus en plus importants. Alors, comment pour ces gens-là, OK, à bien préparer leur dossier, comment ils peuvent bien choisir un avocat ou plusieurs avocats justement dans le but de réussir? Il y a plusieurs volets à la question. Je dirais la chose suivante, c'est que peu importe la nature du projet, le projet, c'est d'abord l'idée d'un entrepreneur. Parce que sans idée d'entrepreneur, personne ne fait rien. Oui. Donc, il y a un entrepreneur qui a une idée, puis qui travaille pour la réaliser. Et cet entrepreneur-là, évidemment, va avoir besoin de fonds de tiers pour financer son idée. Généralement, même s'il a les moyens, il ne prendra pas tout son argent pour financer son projet. Il va emprunter. D'accord. Et sa démarche va être de trouver un prêteur avec qui il va bien s'entendre, et l'entrepreneur va faire une entente d'affaires sur des principes de base avec un prêteur. Le taux d'intérêt, le terme, le type de garantie, qui va cautionner, à quelle hauteur. Mais une fois qu'il a fait cet ensemble-là, son dossier pour l'entrepreneur, il est assez organisé. Parce qu'un entrepreneur, c'est comme aux échecs, il pense 2 coups en avant. Et lui, une fois qu'il a son entente verbale ou écrite avec le prêteur, le reste, c'est de la mécanique. Mais c'est dans la mécanique que le volet légal arrive, parce que là, c'est dans ce volet-là qu'arrive le détail. Quand on passe d'une entente entre un prêteur et un emprunteur sur le principe de la chose et qu'on arrive au volet légal, moi, généralement, je représente plus souvent le prêteur que l'emprunteur, bien que ça m'arrive à l'occasion, mais peu importe le chapeau que l'on a dans un financement, ce qui est important pour un emprunteur de saisir, il y a d'abord des volets qui sont plutôt intangibles, dans le sens qu'un prêteur, c'est également un entrepreneur, parce que lui, son travail, c'est de prêter de l'argent à des bons emprunteurs. Mais une fois qu'il a trouvé son bon emprunteur, ben lui aussi, sa vente est faite, puis il pense à son nouveau dossier. Le back-office doit gérer le prêt que les deux ont convenu de faire. D'accord. La qualité de la relation entre un prêteur et son emprunteur, c'est une relation qui est personnelle. Mais après ça, l'emprunteur doit vivre avec la machine de l'institution. Ça, c'est une autre affaire. Okay. Chaque institution a sa façon de faire. Chaque institution a des marges de manœuvre qui sont différentes. Il y a des accommodements qui sont permis pour un, d'autres que c'est plus difficile. Donc, il y a cet élément-là qu'un emprunteur peut s'informer au préalable. Et le deuxième volet qui est un peu intangible, mais qui est également essentiel pour un entrepreneur ou pour un emprunteur, c'est que bien sûr, c'est le prêteur qui choisit le conseiller juridique qui va mettre en place les sûretés, mais souvent, le prêteur a une petite liste qu'il soumet à son emprunteur, puis il dit, ben moi, voici 2-3 noms que j'accepterais comme nos conseillers juridiques. Fais ton choix. Ah, OK. Et je suggère que lorsque ça se présente, que les emprunteurs prennent la peine d'appeler les gens, d'appeler les conseillers juridiques, qu'ils les connaissent ou non. Parce que la chimie qui se dégage entre des individus est un élément qui est intangible, mais qui est important dans le bon déroulement d'un dossier. C'est une question de fit. C'est une question de fit, et ça ne se voit pas sur papier. Un appel, une rencontre virtuelle, ça peut faire la différence. Tout à fait. Et on sent ça immédiatement si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, au moins on est avisé. Par la suite, bien, une fois que le dossier s'enclenche dans le volet légal, il y a 2 préoccupations principales pour un prêteur. Il y a d'une part, qui est l'emprunteur, avec qui le prêteur fait affaire. Bien sûr que c'est souvent une entité corporative, c'est une société par action qui est l'emprunteur,
Mais les prêteurs au Canada ont l'obligation de s'assurer, de vérifier avec qui ils transigent. Et ça s'appelle la vérification souvent ce qu'on appelle les détenteurs ultimes, parce que derrière toutes ces entités-là, bien sûr, il y a monsieur et madame. Exactement, il y a un monsieur puis il y a une madame, il y a des enfants, et puis au bout de la ligne, on arrive à ceux qui possèdent les intérêts. Et ça, c'est l'élément où parfois on a un certain nombre de surprises parce que le prêteur, quand il accepte de faire son prêt, on lui a présenté un organigramme, on lui a présenté un ensemble d'intervenants dans les parties qui sont impliquées dans le financement, que ce soit les emprunteurs ou les cautions, et on a un portrait de qui sont les détenteurs ultimes. Quand arrivent certains projets qui sont plus importants, il va arriver des situations où un même groupe n'a pas nécessairement soit les fonds en totalité ou ne désire pas être seul partenaire. Il y a souvent des dossiers où l'emprunteur est une combinaison d'un partenariat qui implique un certain nombre d'intervenants qui ont un intérêt commun, c'est-à-dire faire la transaction. Et par la suite, bien, c'est d'arrimer tous ces gens-là. Il arrive à l'occasion que il y a eu une réorganisation dans un groupe, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas... Et à un moment donné, pour le prêteur, au bout de la ligne, avant de faire son déboursé, il a besoin de la confirmation légale que le portrait corporatif, c'est bien celui-là. Et quand on arrive avec une surprise, qu'on découvre qu'il y a eu des transferts d'actions, que le prêteur ne l'a pas su, mais on n'a pas pensé que c'était important de le lui dire, ça, c'est comme mettre les freins dans la voiture. Et dans un dossier légal, tout ce qui implique des délais est corollaire avec des frais et des coûts. Et l'emprunteur, évidemment, c'est une sensibilité, ça, la question pas du rapport qualité-prix, parce que c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est le rapport entre les délais et les coûts. Parce que le délai, pour un entrepreneur, c'est pas juste que ça va coûter plus cher d'avocat. Ça peut avoir un impact sur la disponibilité des taux. Actuellement, les délais sont un facteur parce que les taux sont volatiles. Oui, absolument. Mais quand tu empruntes pour 10 ans, un point de base, ça peut être très important. C'est énorme. Exactement. Donc, il y a tout cet élément-là qui... Alors, le prêteur va gérer ça. Et ça, c'est important. D'autant plus que le prêteur fait affaire avec son représentant, son prêteur. Mais en arrière, il y a le back-office, puis il y a le crédit. Le crédit d'une institution financière, c'est les amis de personne. Le crédit, le travail du crédit, c'est de s'assurer que les règles sont rencontrées, que les ratios sont respectés, que les sûretés sont obtenues, puis que toutes les cases sont cochées. On ne peut pas appeler le crédit et dire, ça va être la semaine prochaine. Non, c'est plus rigide. C'est beaucoup plus rigide et ça, on n'a pas de contrôle là-dessus puis on ne peut pas faire de pression. Donc, plus le dossier est monté d'avance, plus on sait qu'on n'a pas de surprise, plus on a vérifié nos documents, moins on limite les surprises. Alors, le prêteur va vérifier la question de la conformité de ses entités. Puis après ça, il va vérifier la qualité de son actif parce que le prêteur, c'est sûr qu'il prend des risques, mais c'est des risques qu'il calcule et c'est des risques qu'il protège. Puis comment il les protège? C'est en prenant des garanties. C'est ça. Et sur quoi il prend des garanties? En financement immobilier, c'est d'abord sur la bâtisse. Puis quand je parle de bâtisse, ça commence souvent avec un terrain. Parce que le financement immobilier, c'est la vie d'un projet, c'est-à-dire on a un terrain soit vacant ou il est bâti puis on démolit. On construit. Après ça, on finance à long terme, soit qu'on conserve ou soit qu'on vende. Et chacune de ces phases-là fait l'objet de transactions qui sont différentes parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et l'élément clé de ça va être la qualité, notamment des titres du terrain. Et souvent,
souvent, et là, ça m'amène à vous parler de la question des rapports de titres ou des assurances sur les titres, parce que quand un dossier arrive, souvent, les délais sont courts et il y a deux options qui s'offrent. Soit on prend l'assurance titre, qui est une assurance avec une prime. C'est facilement évaluable. Les tarifs sont connus. C'est facilement et c'est rapide. Et du point de vue d'un prêteur, c'est pas une garantie, c'est une assurance qui est acceptable par rapport à l'autre alternative qui était plus traditionnelle, qui est le rapport de titre, qui s'est toujours fait dans les années, si on recule une dizaine d'années en arrière, là, on n'était pas très chaud avec l'assurance titre, surtout au Québec, qui n'était pas une façon de procéder. Maintenant, c'est beaucoup plus à échelle plus importante. Le rapport de titre, d'après moi, reste malgré tout, pour un prêteur, pour un emprunteur avisé, reste quand même un investissement qui est valable. Sur le long terme. Tout à fait. Parce que on parle de financement par phase, mais à chaque fois que vous passez du terrain à la construction, de la construction au long terme, ou on recommence. C'est ça. Et on ne recommence pas nécessairement avec le même prêteur. Parfois, on magasine, parfois, on a des offres de services différentes, des opportunités. On ne sait jamais comment ça va finir. Donc, tous ces financements-là sont à refaire, sont à reprendre. Et si à chaque fois vous prenez de l'assurance titre, bien évidemment, il y a des coûts. C'est vite, mais il y a des coûts. Si vous êtes, à la phase acquisition de votre terrain et que vous savez que le long terme est dans la mire dans 3 ans ou dans 4 ans, bien, vous savez que vous allez avoir besoin de ces rapports de titre. Si vous prenez le temps dès le départ de les faire ben, ils peuvent servir d'un à l'autre. Il suffit juste à l'autre. Ben oui, il suffit juste de les mettre à jour. La clé, cependant, c'est que pour qu'ils puissent servir pour le long terme, ben, il faut que celui qui a émis le rapport, celui ou celle qui a émis le rapport de titre au moment de l'acquisition du terrain, soit suffisamment assuré au niveau de sa propre responsabilité personnelle pour qu'on puisse s'en servir pour un prêt à long terme on peut acheter un immeuble, un terrain de 1 million, mais au bout de la ligne, la bâtisse, ça va être 40 millions. Oui, tout à fait. Et pour qu'on puisse s'en servir à la fin, ben, il y a une question d'assurance responsabilité qui peut être importante. Oui, absolument. Je vois ça dans mes dossiers aussi. Sans doute. Donc, maintenant, en fait, donc pour résumer, vu qu'il y a phase par phase, à partir de l'acquisition de terrain jusqu'à la construction, jusqu'à convertir à long terme ou revente, toutes ces phases-là, ça, en fait, ça vient de conclure sur l'importance de t'appeler le conseiller juridique, de le rencontrer, de bien vérifier le fit avec cette personne-là, parce qu'on parle d'un accompagnement sur quelques années. Alors, il faut vraiment que cette confiance mutuelle existe pour pouvoir vraiment bien faire toutes les transactions à chaque étape. Et ça m'amène à ma prochaine question. En fait, là, tantôt, on a parlé que, vu que souvent, dans le côté de l'emprunteur, ça peut être plusieurs individus derrière plusieurs corporations, etc., etc. C'est un partenariat. Et ça peut arriver qu'un individu a oublié de mentionner que « j'ai fait un transfert d'action ». Et ça peut causer des délais et des problèmes, des complications dans le prochain dossier de financement. Et alors, à part de cette erreur que j'appelle, dans vos dossiers, quelles sont les autres erreurs que vous constatez qu'un emprunteur qui n'a pas songé, par exemple, une question de zonage, les taxes, les lotissements, les documents de constitution ou même la convention de copropriété. Quelles sont les erreurs les plus souvent vues? Les erreurs qui créent des délais et des embêtements vont être liées notamment à souvent la question des titres. Alors, c'est bien beau l'assurance titre, puis c'est bien beau les rapports de titre, mais il reste que dans certains cas, il peut y avoir des problèmes de titre qui sont souvent dévoilés dans des vieux rapports
ou dans des certificats de localisation avec le rapport de l'arpenteur qui vont dénoter un empiètement. Bon, ben, dénoter un empiètement, soit qu'il est subi ou il est souffert ou on le crée, mais c'est des informations factuelles qu'on a besoin de savoir. Okay. Donc, l'emprunteur ou le promoteur qui n'a pas l'information factuelle, ben, il y a de la vérification qui doit être faite. Oui. Et ça crée des difficultés. L'autre chose qui crée des difficultés en termes de délai et en termes de lourdeur, c'est quand il y a plusieurs intervenants, plusieurs groupes, plusieurs sociétés. Chacune d'elles est aussi représentée par ses propres conseillers juridiques. Et là, pour la banque ou pour l'institution ou pour le prêteur, quand vient le temps de faire son déboursé, ça prend un avis juridique de tel conseiller pour tel groupe, de tel conseiller pour tel autre groupe, et c'est l'arrimage de toute cette documentation qui fait que certains dossiers sont lourds. Parfois également, on va voir des dossiers où ce sont des partenariats. Et comme ce sont des partenariats, bien sûr, les partenaires se font confiance, mais il y a quand même des limites. Donc, quand vient le temps de signer, ça prend la signature du groupe A. Après ça prend la signature du groupe B. Ouais. Il faut les mettre ensemble. Il faut les faire convenir. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses en amont qui peuvent être faites. D'accord. Je vous dirais que je te dirais que la documentation, la question des taxes, la question des taxes, c'est sûr que ça peut être un irritant, notamment au niveau des prêts construction, parce que le prêt construction suppose qu'il y a des déboursés progressifs. Puis les déboursés progressifs se font quand le prêteur est avisé que, il n'y a pas de taxes impayées qui peuvent passer devant lui et qu'il n'y a pas d'hypothèque légale. OK. Quand on part avec le terrain de base qui a un lot, c'est une chose, mais quand on est rendu à la phase construction et qu'il peut y avoir plusieurs lots ou qu'il y a eu un démembrement de propriété avec des condos, ben là, on est obligé de vérifier 50, 60 ou peu importe le nombre de lots. Ouais. Et maintenant, la vérification des lots, il y a un coût pour les taxes, il y a un coût pour... alors, ça fait ça fait des factures qui sont irritantes pour le promoteur. Oui. Mais ça, c'est des déboursés, ça. Oui, absolument. Wow. C'est beaucoup, beaucoup de vérifications, en effet. Donc, parlons de... Mais juste, si je peux juste me permettre... Oui, bien sûr. Tantôt, tu parlais de jeunes promoteurs qui montent puis qui commencent à faire des plus gros projets. C'est l'histoire du monde, ça, les générations qui se succèdent. Oui. Et dans la gestion d'un dossier immobilier, il y a aussi une pyramide qui doit être faite de sorte que chacun fasse ce pourquoi il est... Non pas ce pourquoi il est bon, mais son niveau d'expertise. Donc, d'avoir des équipes qui peuvent amener à terme ce type de dossier-là. Oui. Parce que la documentation et la multiplication des intervenants fait en sorte que le volume de communication que l'on obtient peut parfois être astronomique. Oui. Et chacun des groupes pose la même question. Oui. Faut faire les mêmes réponses. Alors, la coordination de ça est... Je vous dirais que ça, c'est tout probablement l'élément clé. Ouais. Et moi, ce que j'enseigne, enfin, aux étudiants de maîtrise, je leur dis, vous allez être en pratique dans 6 mois. Quand le client arrive chez vous avec un dossier, la première chose que vous faites, mais vraiment la première chose, vous prenez une feuille de papier et vous déclinez votre transaction. Ouais. J'avais un vieux mentor qui me parlait souvent en anglais, il disait « Visualize the transaction ». Ça voulait dire qu'est-ce qu'on doit faire. Oui. On ne commence pas à préparer des contrats sans savoir l'ordre, qui doit les signer, dans quelle séquence. Est-ce que c'est nécessaire maintenant, pas maintenant, plus tard, de faire une architecture du contrat. C'est comme ça que je travaille aussi. Ben, c'est la seule façon de ne pas se tromper. Oui. Parce qu'on est capable de dire, on commence ici, puis on finit là, puis quelles sont les étapes intermédiaires. Et je dis aux étudiants, vous devez identifier
chaque bout de papier qui va vous passer entre les mains. Absolument. Parce que ces bouts de papier-là, ils sont utiles. Puis s'ils ne sont pas utiles, discartez-les. Voilà. C'est ça, tout à fait. Alors, la planification, c'est la clé d'un travail qui est bien fait, parce que je pense que tout le monde travaille bien. C'est pas là que. Mais quand on est dans mon domaine, on est souvent évalué pour des critères qui n'ont rien à voir avec notre compétence, parce que souvent les clients, ils ont une connaissance limitée de ce qu'on fait ou de notre spécialisation. Mais on va être jugé sur la façon dont on travaille, la façon dont on répond, la façon de respecter les délais, la façon de contrôler le dossier. Et je dis souvent aux plus jeunes avec qui je travaille, quand le client vous appelle, vous êtes en retard. Parce que le client, il ne vous appelle pas pour jaser. Le client, il vous appelle parce que vous n'avez pas transmis une information dont il a besoin. Oui. Alors, dans un monde idéal, on ne devrait jamais parler au client, mais c'est pas comme ça que ça se produit. Je comprends tout à fait. Bien, on parlait sur l'importance de la planification, parce que cette planification, dans le fond, c'est de unifier la communication, de simplifier la communication, parce que il y a énormément de coordination. Plus qu'il y a d'intervenants, plus il y a de communication et de coordination. Donc, si dès le départ, comme tu as dit, on prépare l'architecture, donc la feuille de route, où est-ce qu'on s'en va, c'est qui les personnes clés, qui fait quoi dans un dossier, ça va beaucoup mieux aller que si on n'a pas fait ce travail de planification. Tout à fait. Oui, c'est ça. Parce qu'une fois que entre guillemets, le mapping est fait, c'est du papier à musique, là. C'est de la peinture à numéros. Là. Il suffit d'exécuter. Oui. Le plus gros mapping que j'ai fait dans ma carrière, c'est très intéressant parce que, en fin de compte, on a été mandaté par les aéroports de Montréal pour aller négocier le premier vol sans escale qui met Montréal sur l'Asie. OK? Donc, mon mandat, c'était de négocier le premier vol connecté avec n'importe quelle ville en Asie. Donc, on a j'ai pensé préparer un COCOCO mapping, justement. On avait 200 personnes, OK, clés et influenceurs sur le mapping. Et ma foi, c'est avec ça qu'on a livré la marchandise de notre mandat. Tu sais, que c'était une mission impossible depuis 10 ans. Donc, on a livré en 6 mois. Félicitations. Donc, c'est vraiment ce travail. Je suis contente de voir que, tu sais, comme il y a d'autres personnes qui travaillent de la même manière. Ben, écoute, au fil des années, je me suis rendu compte que ne pas le faire, ça réserve des surprises parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable que de se rendre compte il y a un oubli il y a une maille dans le tricot. Et évidemment, maintenant, avec la pandémie, les rencontres sont en virtuel et les signatures sont électroniques. Mais dans, entre guillemets, l'ancien temps, quand les gens arrivaient pour signer les documents autour d'une table, ma règle, c'était que personne ne pose de questions parce que tout le monde est content d'être autour de la table et que la matière a été évacuée. Des rencontres où on commence à dire que la clause 10, c'est pas la bonne clause, on va nulle part. Oui. C'est un problème. Donc, tu mises vraiment sur la préparation. Tout à fait. Super, parfait. Alors, en fin de compte, c'est ça. Tantôt, on parlait du fit entre l'emprunteur et puis son conseiller et le fit entre le conseiller et le prêteur. OK? Parce que ça peut arriver qu'un conseiller représente juste une partie, puis pour collaborer avec un autre conseiller de l'autre partie. Maintenant, je me questionne sur comment on peut savoir qui est proche de qui. Dans le sens où est-ce que, parce que pour un emprunteur, il s'en va chercher un prêt. Et il doit, vu que chaque prêteur, donc chaque banque ou chaque banque privée ou d'autres prêteurs privés, ils n'ont pas les mêmes marges de manœuvre, ils n'ont pas les mêmes produits ou de solutions et tout ça. Donc, c'est comment on peut vraiment trouver ce conseiller-là? Je vous dirais,
Premièrement, chacun a ses contraintes et chacun a ses objectifs. Généralement, bien sûr que tous les prêteurs prêtent de l'argent. Mm-hmm. La marge, c'est dans les taux, c'est dans les conditions. C'est aussi quand ça va mal, quel est l'historique de ce prêteur-là pour supporter quelqu'un qui a des problèmes temporaires. Est-ce qu'on est rapide à réaliser ou on va tolérer, on va être accommodant, on va laisser du délai, on va donner de l'atermoiement? Ça, c'est la réputation de chaque prêteur. Oui. Et ça, la réputation de chaque prêteur, c'est comme la réputation des conseillers juridiques, comme des courtiers. Tout le monde a une feuille de route qui nous indique un peu ce qui peut arriver dans le futur. Comment on fait pour... ça dépend de... Enfin, je dirais ceci, c'est que l'emprunteur a une corbeille de ce qu'il a à offrir. OK. Et il y a certains prêteurs qui vont être preneurs et il y a certains prêteurs qui ne sont pas preneurs. Oui. Par exemple, si vous avez besoin de mettre 20 d'équité dans un projet, puis que l'autre en demande 10 ben c'est pas pareil. Non, pas du tout. Et il y en a pour qui ça fait une différence. Donc, je dirais, ça a l'air un peu simpliste, mais il y a de tout pour tout le monde. Oui. Il y a de tout pour tout le monde. Oui. Je dirais que tantôt, on parlait de fit entre les gens. Uh-huh. Pourquoi ça peut être important? C'est que quand on fait affaire avec un avocat, quand le client retient les services d'un avocat, il est très difficile pour lui de ne pas écouter les conseils de son avocat parce qu'il le retient puis il le paye. Mm-hmm. Et si l'avocat dit, on devrait prendre ce chemin-ci, puis c'est vers ça qu'on devrait aller parce que c'est plus prudent, c'est très difficile pour un prêteur de dire non, c'est pas la bonne idée, on fera pas ça. Ouais. Si votre conseiller juridique est plus frileux qu'un autre, la route va être plus longue, plus ardue, parce que on est plus sensible aux craintes et aux risques. Alors, il y a tout ça à évaluer. Et il y a, à un moment donné, il y a des choses qui sont blancs ou noirs. Là. C'est important ou c'est pas important. Mm-hmm. Ça, il y a un moment donné où c'est un jugement d'affaires. Et nous, dans mon domaine ou dans le rôle que j'ai, je ne prends pas de décision. C'est pas mon rôle de prendre des décisions. Mais c'est mon rôle de dire, voici ce qui peut arriver, puis voici les chances que ça arrive. Maintenant, prendre une décision. C'est grave ou c'est pas grave. Est-ce qu'on va rappeler un prêt de 20 millions parce qu'il est en retard sur ses taxes depuis 35 jours? La réponse, ça peut être oui, mais la réponse peut aussi être, en pratique, tu ne rappelleras pas ton prêt parce qu'il y a un retard de 35 jours sur les taxes. Tout à fait. D'où vient le titre du conseiller? Parce qu'un conseiller, c'est que nous, on n'est pas le client, on ne prend pas la décision pour le client. Je vais vous dire, je vais vous donner un petit exemple, et ça me vient en parlant de ça. Dans des bureaux, on se donne on fait beaucoup d'efforts pour trouver des bons stagiaires, puisque les stagiaires sont la relève. Et par les temps qui courent, les stagiaires ont des CV, des feuilles de route absolument astronomiques. Ça a voyagé, ça fait du bénévolat, ça parle 3 langues, ça a un bac, une maîtrise. Bref, sont sur papier exceptionnels. Ils sont tous exceptionnels. Ils sont sur papier. Mais quand on arrive dans la réalité de la vie, certains ont plus de jugement d'affaires que de connaissances légales. Et la connaissance légale, sans le jugement, ça vaut rien. Le jugement de ce qui a du bon sens, en quelque part, est un élément clé dans une relation d'affaires. Alors, quand on possède notre domaine, c'est un must, c'est sûr. Mais quand on a un bon jugement, évidemment, c'est très aléatoire comme appréciation. Je comprends, Mais, et puis moi, au fil de ma carrière, en 40 ans de pratique, j'ai vu des gens, d'excellents juristes qui n'ont pas de jugement. Alors ça, on va nulle part avec ça parce que ou on est en procès pendant des années de temps,
Ah non. Ou bien on dit, ou si tu veux pas être en procès pendant des années de temps, tu vas trouver une façon de régler, sors ton chéquier, puis on règle, puis on passe à une autre chose. C'est ça, j'aime beaucoup fonctionner par le gros pensant, donc le jugement. C'est ça, pourquoi traîner l'énergie à plus finir? Alors ça, c'est pas dans un CV, c'est pas sur papier, mais on peut voir ça avec un téléphone ou un appel ou une rencontre ou un échange. C'est en posant des bonnes questions qu'on va avoir les bonnes réponses. Peut-être. Alors, quelles sont les structures légales les plus souvent vues? Les structures légales sont sont généralement je dirais de 3 ordres. Okay. La plus visible, la plus utilisée, mais by far, c'est bien sûr la société par action. Oui. Une Québec Inc. ou une Canada Inc. ou enfin peu importe. Parce que c'est le véhicule privilégié ne serait-ce que pour la responsabilité des actionnaires. Le deuxième véhicule que l'on voit très fréquemment, ce sont le véhicule des sociétés en commandite. Oui. Sociétés en commandite, l'avantage, évidemment, c'est un avantage qui est fiscal. Je ne suis pas fiscaliste, mais je peux quand même vous indiquer que ma compréhension, c'est que la société en commandite permet une protection des commanditaires comme celui d'un actionnaire, mais la société en commandite n'est pas un contribuable, donc ne paye pas d'impôt comme tel. Les revenus et les pertes sont directement entre la société en commandite et le commanditaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Okay. Et la troisième entité que l'on retrouve, non pas comme un exploitant, mais comme un détenteur d'intérêts, va être les fiducies, souvent des fiducies familiales. OK. Alors ça, les fiducies familiales, c'est aussi un enjeu, puisque les fiducies se créent par des conventions de fiducie, qui sont des documents qui ne sont pas publics et qui ne sont pas publiés ni publiables. Donc, l'information est également importante parce que qui est derrière la fiducie, qui sont les bénéficiaires de l'actif, c'est également important pour un prêteur de connaître Absolument. ça. Donc, il y a de l'information à obtenir. Et souvent, les bénéficiaires, il faut les identifier. Oui. Et le prêteur doit savoir c'est qui. Donc, je vous dirais, dans l'ordre, dans les structures, c'est certainement de loin la société par action, société en commandite. Et comme détenteur d'intérêts, souvent, on va voir soit des individus personnels ou des fiducies. Oui, j'ai aussi vu comme plusieurs niveaux, là. Donc, société par action. C'est un arbre. Après ça, c'est ça. C'est un arbre. En fait, c'est un arbre généalogique. Enfin, un arbre corporatif ou un organigramme. Oui. Et d'ailleurs, pourquoi c'est important, c'est que si vous faites... dans bien des dossiers, le prêteur va annexer l'organigramme, va dire, moi, c'est ça le portrait qui m'a été présenté et c'est avec ça que je vais prêter. Si vous faites affaire avec des prêts qui sont assurés SCHL va également dire, moi, je vais assurer ce prêt-là, mais voici qui sont mes personnes derrière ce projet-là, situé sur la première rue à Montréal. Là, c'est ça, c'est qui cette personne-là? C'est qui est en arrière de ça. Et si il y a des changements au moment du prêt où vous réalisez que c'est pas ce que la SCHL a dans ses dossiers, votre prêteur est à risque que l'assurance soit niée. Donc, on ne peut pas prêter à une coquille. On ne peut pas prêter à une coquille. Encore plus, on ne peut pas prêter à une coquille qui a des étrangers ou des inconnus qui ne sont pas à la connaissance du prêteur ou de la SCHL, le cas échéant. Tout à fait. Alors, en parlant de cet individu-là ou ces individus-là, j'aimerais que tu puisses nous parler du cautionnement. Cautionnement, c'est une situation qu'on retrouve dans à peu près tous les dossiers de financement pour une raison fort simple, c'est que le cautionnement est une des façons... Je parle de cautionnement. Il y a le cautionnement personnel ou le cautionnement corporatif. Mais commençons par le cautionnement personnel. C'est la façon pour un prêteur de savoir que son vis-à-vis entrepreneur, si sa maison est à risque ou son chalet ou son bateau, c'est une certaine assurance qui va faire en sorte que ce projet-là va finir par lever de terre et être bien géré et ultimement remboursé.
évidemment, il y a un volet monétaire à ça, en fonction du portefeuille de valeur de cet individu-là. D'accord. Ce que je vois très souvent quand il y a plusieurs cautions, c'est la confusion que les cautions ou que les emprunteurs ont entre leurs responsabilités personnelles et celles des autres cautions. OK, c'est-à-dire? C'est-à-dire, si vous avez, je ne sais pas, moi, si tu as 4 cautions, oui. Ben, est-ce que chacune est responsable de juste sa part ou si chacune est responsable? Oh, ça, c'est une bonne question. Alors, ça dépend comment c'est rédigé. Mais généralement, dans ce type de prêt-là, chaque caution est responsable avec l'emprunteur, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité. Puis là, la caution peut être limitée à un montant ou à un pourcentage ou illimitée, peu importe. Mais le concept, c'est que le prêteur peut s'adresser en premier soit à la caution ou à l'emprunteur. Quand il y a plusieurs cautions, la relation d'une caution avec une autre caution, c'est pas ça qui est important, c'est la relation de la caution avec l'emprunteur. C'est là où elle est la solidarité. D'accord. Donc, de façon très générale, un prêteur, on peut prendre pour acquis que ça ne prend pas de risque. OK. Donc, quand il obtient un cautionnement, si ça va mal, il peut appeler la caution. Oui. Paye-moi. Oui. Et toi, tu te débrouilleras pour aller poursuivre ou aller récupérer de l'emprunteur. Mais moi, je suis particulièrement intéressée à comprendre mieux la proportion de risques partagés parmi les différentes personnes qui donnent le cautionnement, parce que ça me fait penser justement à la société en non collectif, parce que c'est comme, il n'y a pas de limite. Bon, alors, je vais te donner... Je vais te donner un exemple un exemple simple à comprendre. On avait un dossier où on avait 3 cautions. Oui. Chacune solidaire avec l'emprunteur, c'est-à-dire qu'on peut demander à 1, 2 ou 3 de payer. OK. Dans les faits, quand on est un prêteur et que numéro 1 est moyennement riche, numéro 2 moyennement riche et numéro 3 très riche, le prêteur, ce qu'il fait, il court après le numéro 3 qui a les moyens de payer et c'est le problème de numéro 3 de récupérer de caution 1, caution 2 et l'emprunteur. Le prêteur a la gestion des recours, puis il peut choisir de juste courir après un, puis lui, il courra après les autres. Et souvent, c'est ça qui embête la caution qui est plus fortunée, parce qu'elle sait le risque que c'est elle qui va avoir le trouble. Exact. Alors, j'ai vu dans un dossier, à un moment donné, où la caution plus financièrement à l'aise, avait cette préoccupation, ne voulait pas être la seule à avoir le problème. Et la façon de le résoudre, c'est tout simplement qu'on a dit au prêteur, ben, si jamais tu réclames des cautions, tu réclames des cautions de toutes les cautions en même temps, premièrement, c'est pas plus de trouble, là, il faut être en cours de toute façon. Et à ce moment-là, ben, il y aura une répartition par le juge du montant qui est payé entre les différentes cautions. Mais l'important, c'est quand on signe un cautionnement, généralement, très, très, très généralement, sinon c'est un oubli, je pense bien, on est responsable à la même place que l'emprunteur. Ce qui ajoute, dans les faits, un débiteur au prêteur. Puis au lieu d'aller poursuivre un emprunteur, puis d'embarquer dans tout ça, on va demander à la caution, de dire, ben, tu as signé une caution d'1 million, il nous est dû 4 millions, le prêt est en défaut, paye le million. Chez chat. C'est exactement ça. La caution, c'est bien sûr dans à peu près tous les dossiers, mais il y a un autre volet qui s'ajoute à ça dans les prêts, notamment les prêts construction. C'est que dans un développement immobilier, un des risques de n'importe qui est impliqué dans l'immeuble, c'est la question de l'environnement. Alors, bien sûr que les prêteurs ont les rapports environnementaux, et bon, etc. On a une évaluation de la situation environnementale,
mais néanmoins, il peut risquer d'avoir des surprises ou il peut avoir un problème environnemental qui a été mal diagnostiqué, de sorte qu'il y a un problème environnemental. Et donc, il y a un risque. Et donc, il y a un risque parce que s'il y a un problème environnemental, le risque est pas juste pour le propriétaire, mais pour le prêteur. Pour le prêteur. Absolument. Donc, souvent, les cautions, on leur demande, dans un premier temps, vous allez être caution ordinaire. S'ils ne payent pas, tu payes. Mais aussi, on va leur dire, mais s'il y a un risque environnemental et qu'il y a des travaux ou des aménagements qui doivent être faits pour remédier aux problèmes environnementaux, bien, vous allez payer pour ça. Donc, ça, c'est un engagement qui est additionnel. Oui. Puis, il y a parfois aussi en matière de construction, vous avez un projet pour construire une tour de 13 étages et puis, pour toutes sortes de raisons, quand ça commence à aller mal, ça va mal partout. Puis, on arrête au 7e étage. Puis, il en reste 4 à construire ou 5 étages à construire. Il y a des fonds additionnels qui devront être mis pour compléter la construction. Parce qu'un prêteur, sa sûreté, c'est une bâtisse qui est complète puis qu'on peut louer ou qu'on peut vendre. Un prêteur n'est pas intéressé à poursuivre la construction. C'est pas... Ça arrive, mais c'est pas ce qui est recherché. Donc, une personne peut être amenée à être caution de l'emprunt, mais à prendre des engagements également qui sont directement liés à des facteurs qui sont externes au prêt, c'est-à-dire les problèmes d'environnement, puis les problèmes d'achèvement des travaux. OK. Et ça, évidemment, c'est mis dans le bilan de l'individu, là, c'est des risques. Oui, c'est quelque chose. Alors, d'où vient l'importance de bien planifier, de prévoir les choses et de bien rédiger. Alors, en résumé aujourd'hui, je crois que la communication est clé. Parce que lorsqu'on communique clairement, on comprend très bien. Lorsqu'on comprend bien, on peut bien réussir n'importe quel projet. Encore une fois, merci Maxime. Ça fait plaisir. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Bonne journée à tous.